What were the underlying facts about the charge that you pled guilty to? Form moved to strike. I don't know. You don't know what you pled guilty to? I pled guilty to solicitation of prostitution. Oh, not underage prostitution, but prostitution. L'affaire Epstein est sur toutes les lèvres. Mais alors que les faits horribles se mélangent parfois à des théories du complot et des théories antisémites, il est important de porter un regard critique le plus objectif possible sur ce qu'il s'est passé. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur toute l'affaire, car ce serait beaucoup trop long et tout n'est pas encore sorti. Mais je vais surtout essayer de vous aider à y voir plus clair sur tout ce qui circule pour débunker le vrai du faux. Avant toute chose, je vais vous mettre un petit peu de contexte pour comprendre de quoi on parle. Jeffrey Epstein était un financier américain multimillionnaire dont la fortune totale restait quand même assez mystérieuse. Il était surtout connu pour sa présence dans des cercles sociaux d'élite, fréquentant des présidents comme Bill Clinton, Donald Trump, des membres de familles royales comme le Prince Andrew, ou encore des figures de la science et de la technologie comme Bill Gates. Même si on en entend surtout parler ces dernières années, l'affaire Epstein, elle n'est pas récente du tout. C'est en 1996, donc il y a 30 ans, que des premières victimes commencent à alerter, faisant état d'un véritable système de prédation sexuelle. La façon de faire de Jeffrey Epstein était assez rodée. Il avait organisé tout un réseau pour recruter des jeunes filles mineures, majoritairement entre 14 et 17 ans, pour les exploiter sexuellement. Il attirait ses proies précaires en demandant des séances de massage très bien rémunérées qui dérivaient systématiquement vers des violences sexuelles. Puis, il exigeait que ces jeunes filles en recrutent d'autres, en leur offrant des primes généreuses en argent liquide. Epstein est accusé d'avoir dirigé une véritable entreprise criminelle, en s'associant à d'autres personnes complices comme Ghislaine Maxwell, dont je reparlerai juste après. Par ailleurs, Epstein a aussi été accusé de transport à des fins de prostitution, puisqu'il faisait voyager ses filles mineures dans plusieurs États, et sur son île privée, dans son jet privé qu'il avait appelé le Lolita Express. Oui, c'est absolument immonde, pour commettre des violences sexuelles. Enfin, il est rapporté qu'Epstein tentait de piéger des hommes puissants en leur fournissant des jeunes filles pour ensuite avoir des moyens de chantage et de pression pour protéger ses propres intérêts financiers et judiciaires. Voilà un très gros résumé, mais comme ça vous avez un aperçu de l'affaire. Au niveau judiciaire maintenant, l'affaire se déroule en deux temps principaux. En 2008 déjà, on a un premier accord de complaisance. Epstein est poursuivi en Floride pour avoir sollicité des mineurs à des fins de prostitution. Mais il conclut un accord secret avec le procureur. Il plaide coupable pour 2 chefs d'accusation mineurs, ne passe que 13 mois en semi-liberté et évite les poursuites fédérales. Cet accord a été vivement critiqué comme étant un traitement de faveur totalement injustifié. Effectivement, c'est clairement un privilège ultra élitiste et absolument immonde au vu des faits. Du coup, il a ensuite pu continuer en toute impunité pendant 11 ans. 2019, l'arrestation fédérale. Grâce au travail d'enquête notamment de journalistes, l'affaire rebondit enfin. Epstein est arrêté en juillet 2019 pour trafic de mineurs. L'acte d'accusation décrit donc un système organisé où des jeunes filles étaient recrutées, parfois dès l'âge de 14 ans, pour subir des abus dans ses propriétés, à New York, en Floride et sur son île privée. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule de prison. L'autopsie conclut à un suicide par pendaison. Mais cette mort a suscité de nombreuses théories, alimentées par plusieurs dysfonctionnements réels. Les caméras de surveillance étaient défectueuses et les gardiens ne faisaient pas leur ronde réglementaire. Sa mort a éteint l'action publique contre lui, mais pas contre ses complices. Le volet judiciaire s'est donc ensuite déplacé vers son ancienne compagne, Ghislaine Maxwell. En 2021, elle a été reconnue coupable d'avoir aidé Epstein à recruter et à abuser de jeunes filles. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour exploitation sexuelle. Récemment, elle a déclaré qu'elle ne dirait rien au Congrès à propos de l'affaire, sauf en cas de grâce présidentielle de Trump. Ce qui semble clairement improbable puisque Trump fait partie des personnes accusées d'avoir abusé de jeunes filles auprès d'Epstein. En ce début 2026, des millions de documents à propos de l'affaire ont été révélés, mettant en lumière de nouvelles personnes impliquées, comme par exemple Jack et Caroline Lang en France. Évidemment, c'est pas parce qu'une personne est mentionnée dans les fichiers qu'elle est forcément coupable d'actes criminels. Je pense par exemple à Flora Coquerel, ancienne Miss France, qui s'est retrouvée dans une polémique parce que son nom apparaissait dans un échange de mails. En fait, elle était évoquée comme une potentielle proie, et heureusement, elle n'a jamais rencontré Epstein. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut rentrer dans le vif du sujet, les théories du complot. Pourquoi ? Parce que toute l'affaire Epstein contient plusieurs éléments d'une théorie du complot qui se réalise, notamment avec le côté élite criminelle, juive, sataniste, etc. On va y revenir, il y a beaucoup de choses à dire. Le sujet des élites d'abord, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans de nombreuses théories du complot, dont la plus célèbre et récente sans doute, celle du Pizzagate. Alors cette théorie, elle est apparue en 2016 environ sur 4chan et Reddit, en analysant des échanges de mails de John Podesta, le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Des termes liés à la nourriture y revenaient beaucoup, donc des utilisateurs ont établi qu'il s'agirait en fait d'un code pour masquer un réseau international de criminalité et de sac
humains dans les sous-sols d'une certaine pizzeria appartenant à un membre du Parti démocrate. Cette théorie a déjà été formellement débunkée, notamment parce qu'il n'y avait même pas de sous-sol dans cette fameuse pizzeria, et puis surtout, aucune victime n'a jamais été identifiée. En fait, cette théorie, elle avait surtout été mise en circulation par la fachosphère états-unienne dans le but de saboter le camp démocrate au profit de Trump, faisant de lui une figure de proue pour la lutte contre les personnes criminelles, quand même le comble de l'ironie quand on sait son implication auprès d'Epstein et de toute manière beaucoup d'autres violences dont il était déjà accusé et c'était su de tout le monde au moment de la théorie du Pizzagate. De toute façon, on va y revenir, mais l'objectif de ces complotistes, c'est jamais vraiment de vouloir aider les enfants, malheureusement. Du coup, le souci avec l'affaire Epstein, c'est qu'elle a vraiment été brandie par des complotistes en disant qu'ils avaient raison sur le Pizzagate, que les élites criminels existent et qu'on veut juste nous cacher la vérité. Alors, je vais faire un disclaimer tout de suite. Les réseaux criminels, les réseaux de trafic humain, tout ça, oui, ça existe. Et les réseaux d'élite criminels, ça existe aussi. La preuve avec Epstein, mais c'est sans doute pas le premier ni le dernier. Oui, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on sait pas en tant que citoyens, qui nous sont même cachées, qui sont très graves et qui peuvent alimenter des théories. Parfois, certaines théories finissent par montrer qu'elles étaient plus proches de la réalité que ce qu'on aurait pu peut-être penser. Moi, ce qui me dérange beaucoup avec ces théories d'élite criminelle, c'est qu'en évoquant un phénomène bien réel, elles contribuent à en minimiser d'autres. Je m'explique. Il y a des réseaux criminels parmi les élites parce qu'il y a de la criminalité partout. C'est aussi simple que ça. La criminalité n'est pas une affaire de classe sociale ou politique ou religieuse. Elle existe dans absolument toutes les sphères de notre société parce que toute notre société est criminelle. Les enfants sont les plus grandes victimes de violences. Ces violences sont partout, elles sont institutionnalisées et elles sont difficiles à être punies tout simplement parce qu'on ne croit pas la parole des enfants. Et ça, c'est pas être complotiste de le dire, il suffit juste de regarder les chiffres qui estiment les violences faites aux enfants et qui sont très largement sous-estimées. En tout cas, ça montre quand même que ces violences sont partout. Ceci étant dit, si l'affaire Epstein est aussi exceptionnelle, c'est parce que la classe sociale supérieure et le niveau de vie hors norme des personnes accusées rendent l'affaire tout aussi hors norme. Un tel réseau demande des moyens colossaux, financiers déjà évidemment, mais aussi humains pour s'assurer que personne ne parle. En fait, on ne peut pas juste dire l'affaire Epstein montre que des criminels gouvernent le monde. Parce que même sans cette affaire, c'est déjà une évidence en fait. La criminalité est partout et le capitalisme et le patriarcat marchent main dans la main. Quand on est puissant, c'est souvent qu'on aime exercer une domination. Et cette domination peut se retrouver dans la criminalité. Donc oui, de nombreuses personnes puissantes, statistiquement, se trouvent être des personnes violentes, y compris criminels. Mais se contenter de dire l'affaire Epstein montre que des criminels gouvernent le monde, sans parler du caractère systémique des violences envers les femmes et les enfants, c'est selon moi alimenter une forme de fantasme autour du caractère exceptionnel de l'affaire pour mieux laisser dans l'ombre toutes les violences affreuses qui se passent souvent sous notre nez. D'ailleurs, nombreuses sont les personnes à s'indigner autour de cette affaire, mais qui ne luttent jamais d'une manière générale contre ces violences patriarcales. Attention, je veux pas du tout minimiser les horreurs qu'ont vécues les victimes d'Epstein. Je peux même pas imaginer ce qu'elles ont traversé. Seulement, je voudrais rappeler qu'il n'est pas nécessaire de traverser de tels degrés d'horreur pour daigner s'indigner. On doit le faire au nom de toutes les victimes de ce type de violence, pas seulement quand elles nous semblent suffisamment sensationnelles pour s'y intéresser vraiment. Ceci étant dit, il faut aussi parler de l'antisémitisme autour de l'affaire. Parce que ces derniers jours, croyez-moi, je lis des horreurs. Alors on va faire un point là-dessus et on va aussi parler de satanisme. L'un des plus vieux mythes antisémites prétend que des réseaux juifs enlèvent des enfants à des fins satanistes et criminels. Les crimes réels d'Epstein ont donc été récupérés par des mouvances antisémites pour valider ce vieux mythe. Ils présentent Epstein non pas comme un criminel individuel, mais comme la preuve qu'une élite juive organisée s'en prendrait à des enfants. Et ça, c'est loin d'être nouveau en fait. C'est l'une des formes les plus anciennes et les plus meurtrières de la propagande antisémite. Même si elle n'a aucun fondement réel, elle a pourtant traversé les siècles. En 1944, à Norwich, en Angleterre, le corps d'un jeune garçon de 12 ans, William, est retrouvé assassiné. Une rumeur commence à enfler. Les juifs l'auraient enlevé et tué pour rejouer le meurtre de Jésus sur des enfants chrétiens innocents. Une rumeur dit alors aussi que les juifs utilisent le sang des enfants pour fabriquer le pain azim de la Pâque juive. Cette rumeur antisémite va avoir des conséquences catastrophiques en alimentant l'antisémitisme de l'époque, menant le 6 février 1990 au massacre des juifs de Norwich dans leur maison. Un siècle plus tard, les juifs seront expulsés d'Angleterre et interdits de revenir sur le territoire pendant des siècles. Pendant la Renaissance, les juifs ne sont plus accusés de vouloir se venger du Christ, mais plutôt de sorcellerie et de satanisme. Là encore, une triste affaire vient la nourrir. Un enfant de 2 ans, Simon, disparaît en Italie au moment de la Pâque juive. On accuse alors les juifs d'un meurtre rituel. La communauté juive de la ville est persécutée et 15 juifs sont exécutés. Au 19e et 20e siècle, l'antisémitisme migre du domaine religieux au domaine politique. L'un des éléments clés qui vient alimenter
lancé tout ça, c'est les protocoles des sages de Sion en 1903. Ce texte, inventé de toutes pièces, serait la preuve d'un plan de conquête du monde établi par les juifs et les francs-maçons. Il devient très rapidement un best-seller et alimente l'antisémitisme de l'époque, faisant croire à des réunions secrètes de juifs pour contrôler le monde. D'ailleurs, il fait référence dans Mein Kampf comme un argument clé pour éliminer les juifs. La propagande du Troisième Reich va aussi reprendre des images médiévales de crimes rituels d'enfants par des juifs pour rendre l'Holocauste plus acceptable. Aujourd'hui, ces mythes continuent d'être alimentés par des théories du complot et l'affaire Epstein en est un très bon exemple. Le fait qu'Epstein ait été un financier d'origine juive, ayant des liens avec des présidents, des scientifiques et des milliardaires, sert d'illustration parfaite pour les complotistes. Ils utilisent le carnet d'adresses d'Epstein pour prouver que les juifs contrôlent le monde par le biais du chantage sexuel. Une autre théorie très répandue affirme qu'Epstein était un agent secret du Mossad, donc les services secrets israéliens. Selon cette thèse, son rôle aurait été de piéger des politiciens américains dans des situations compromettantes pour les forcer à soutenir Israël. S'il est vrai qu'Epstein fréquentait des personnalités israéliennes très problématiques et sionistes, comme l'ancien premier ministre Ehud Barak, aucune preuve concrète n'a jamais été apportée par les services de renseignement ou la justice prouvant qu'il travaillait pour le Mossad. Cependant, pour les antisémites, cette théorie permet de transformer un fait criminel en une opération géopolitique juive mondiale. Donc attention encore une fois à ne pas mélanger antisémitisme et antisionisme. C'est pas du tout la même chose. On peut dire d'Epstein et Barak qu'ils étaient des ordures sionistes, mais on ne peut pas dire que parce qu'ils sont juifs, ils contrôlent le monde. Et puis surtout, n'oublions pas qu'il n'y a pas que des juifs dans cette histoire. Les complotistes antisémites se concentrent quasi uniquement sur les protagonistes juifs de l'affaire, en ignorant volontairement de nombreuses autres personnalités impliquées ou liées à l'affaire qui ne sont pas du tout juives. Cette sélection vise à créer un lien artificiel entre la religion / l'origine des coupables et leurs crimes, notamment pour les accusations de satanisme dont il est temps de parler, je pense. Car on entend beaucoup de choses à ce sujet sur des rituels satanistes et cannibales, donc on va faire le point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Premièrement, au moment où je filme cette vidéo, il n'existe pas de témoignages officiels évoquant des actes de satanisme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Honnêtement, je pense personnellement, mais c'est mon opinion, que c'est tout à fait possible et c'est même probable qu'il y ait eu ce genre d'acte dans le cadre de cette affaire. Je suis beaucoup d'affaires criminelles, je sais que ce genre d'actes ritualisés existe. Il est donc probable que certains de ces actes aient pu avoir lieu, mais on ne peut pas l'affirmer car à ce jour, rien ne le prouve. Surtout pas les victimes, donc c'est hyper important de garder cette vigilance. D'autant que là encore, ces accusations de satanisme reposent sur beaucoup d'éléments qui ont en fait été débunkés. Par exemple, un certain bâtiment sur l'île d'Epstein a été interprété par les internautes comme étant un temple utilisé pour les rituels. Et bien sûr pour des sacrifices occultes, le tout menant à des souterrains secrets en dessous. À ce jour, les recherches des autorités et des journalistes n'ont révélé aucun instrument rituel, aucune trace de pratique ésotérique, ni aucun souterrain. En fait, il s'agissait d'une pièce qui était vouée à devenir potentiellement une salle de sport. Maintenant, beaucoup de personnes m'ont dit, notamment sous mon post que j'ai fait sur Insta, que des victimes avaient décrit des actes satanistes et que donc il fallait les croire. Alors, vous me connaissez, moi je crois toujours les victimes. Donc, j'ai cherché leurs témoignages, mais j'ai rien trouvé. En fait, il y a eu des dizaines de témoignages de survivants et des milliers de pages de documents judiciaires déclassifiés. Les victimes, elles décrivent toutes la même chose. La manipulation psychologique, le chantage financier, les abus sexuels répétés et le sentiment d'impuissance face à un homme riche qui a renforcé leur silence. Mais à ce jour, dans tout ce que j'ai pu consulter, aucune victime n'a jamais mentionné de rituel, de déguisement, de prière à Satan ou de sacrifice humain. Parler de satanisme, paradoxalement, ça tend à invisibiliser les vraies victimes et leur souffrance réelle en détournant l'attention vers des contes de fées macabres, qui peut-être font plus cliquer, mais qui n'en sont pas vrais pour autant. En réalité, la théorie du satanisme, elle vient pas des victimes d'Epstein, mais elle vient du mouvement QAnon. Ce mouvement d'extrême droite, né en 2017 aux États-Unis, défend l'idée que le monde est dirigé par une élite criminel sataniste, une cabale qui boirait le sang des enfants, avec le mythe de l'adrénochrome, une substance imaginaire qui serait prélevée sur les enfants pour rester jeunes. On précise que selon cette théorie, cette élite est évidemment démocrate et que les républicains sont les gentils venus aider à s'en débarrasser, grâce à Donald Trump. Oui, on nage clairement en plein délire, mais j'espère que comprendre d'où viennent ces accusations de satanisme peut vous aider à peut-être réaliser que vous vous êtes fait manipuler. Et c'est pas grave, ça arrive à plein de monde, c'est juste important de comprendre. Parce que oui, je le répète, mais aucun élément de satanisme dans cette affaire ne repose sur le témoignage concret et réel d'une victime, mais sur des pseudo-interprétations et des pseudo-preuves que personne n'a vraiment vues, mais qu'il faudrait croire sur parole. Le QAnon, c'est un groupe limite sectaire, je pense qu'on peut en parler comme ça, qui est très dangereux et qui a notamment participé à l'assaut du Capitole en 2021. En intégrant Epstein à ce récit, les complotistes transforment des crimes
sordides, mais tristement assez classiques. Les rapports de pouvoir, d'argent, de domination, c'est souvent ce qu'il y a autour de ces crimes. En une lutte religieuse entre le bien et le mal. Ça rend l'histoire bien plus spectaculaire et plus facile à diffuser sur les réseaux sociaux. Et ça permet surtout de servir un récit politique. L'extrême droite états-unienne serait là pour mettre fin à ce complot. Encore une fois, un comble quand on voit Trump, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Ce mélange entre les faits réels, donc les crimes d'Epstein qui sont prouvés, et les fantasmes antisémites alimentés par les théories du complot, ça rend cette désinformation particulièrement efficace malheureusement, parce qu'elle permet de recruter des personnes qui sont légitimement révoltées par l'affaire Epstein et de les faire glisser vers des idéologies de haine. Et ça, c'est très problématique. Le cerveau humain a tendance à vouloir donner une explication extraordinaire à des faits qui nous semblent extraordinaires. En fait, c'est parfois même plus rassurant de se dire qu'Epstein était un monstre religieux servant une forme de démon, plutôt que d'accepter que c'était juste un homme riche et influent qui a pu exploiter des mineurs pendant des dizaines d'années avec la complicité tacite d'une partie de la haute société. En fait, c'est toujours de cela dont il s'agit dans les affaires de violence. C'est tellement insupportable qu'on préfère dire que les criminels sont des monstres. Sauf qu'ils ne le sont pas, ils sont bien humains. Et c'est grâce à leur humanité qu'ils arrivent à maîtriser les apparences, les récits et les autres humains pour continuer à perpétrer leurs crimes le plus longtemps possible. L'affaire Epstein, elle est affreuse. Voir tant de photos, de vidéos d'enfants en souffrance, c'est horrible et ça fait monter en chacun d'entre nous une colère sourde. C'est tout à fait normal. Mais attention à ne pas transformer cette colère en la nourrissant de mythes dangereux. Les violences sexistes et sexistes ne sont pas le fruit d'une élite juive criminelles et satanistes. Elles sont le fruit d'un système patriarcal et capitaliste qui construit la réussite sur la domination et l'écrasement des personnes minorisées, notamment des enfants. C'est ça la réalité. C'est aussi simple que ça. C'est moins sensationnel, moins putaclic, moins trépidant. C'est pas le fruit d'une élite criminelle qui nous gouverne. C'est simplement le fruit de la violence que le système nourrit quotidiennement et qui, quand on a des moyens exceptionnels, prend des proportions au-delà du supportable. Pour terminer cette vidéo, je voudrais simplement adresser mes pensées aux victimes, car comme toujours, elles se retrouvent utilisées pour servir des idéologies nauséabondes. Et je ne peux qu'imaginer ce qu'elles ressentent actuellement en se voyant dépossédées de leur propre récit, qui, comme s'il n'était pas déjà assez horrible, se retrouvent réécrits et amplifiés. Comme si, pour qu'on s'intéresse à leur récit, il fallait les rendre plus affreux encore. Et là encore, si un jour une victime témoigne de faits criminels satanistes, bien évidemment que je la croirais totalement. Mais ça voudra toujours pas dire qu'un réseau criminel sataniste juif gouverne le monde. Toutes les victimes de violences sont légitimes, pas besoin qu'elles soient extraordinaires pour qu'on les croie. Souvent les violences, c'est les plus simples et les plus implantées dans le quotidien. On les voit devant nous tous les jours et on ferme les yeux. Pour autant, toutes ces victimes-là, elles méritent aussi d'être crues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, que ce soit ici ou sur Instagram. C'est une première pour moi ce format, donc je suis preneuse de vos avis en commentaire. Prenez soin de vous et faites toujours preuve de vigilance. Nous avons toutes et tous une responsabilité sur Internet, donc ne faisons pas n'importe quoi. Et moi, je vous dis à très vite.